Salut les triathlètes, j'espère que vous êtes en forme. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du podcast Devenir triathlète X Open Tri. Et aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir quelqu'un qui est dans le milieu du triathlon depuis plus de 15 ans, qui n'est ni athlète, ni entraîneur, mais qui a fondé une marque de nutrition sportive que vous connaissez probablement, qui s'appelle Mulbar. On a le plaisir aujourd'hui donc de recevoir Grégoire Dandre, qui va venir nous expliquer comment le marché du triathlon et de la nutrition sportive a évolué depuis 15 ans. Comment il a développé une marque aux ingrédients 100% naturels, à l'engagement écologique et avec des saveurs qu'on trouve assez peu sur le marché. Alors c'est pas un épisode sponsorisé, on a reçu Grégoire parce que il est là depuis de très nombreuses années et que avec lui on va discuter de l'évolution du triathlon en France, du marché de la nutrition sportive et des bouleversements qu'il a connus ces dernières années et de comment vous en tant qu'athlète vous pouvez y voir plus clair dans le choix de vos produits. Juste avant de démarrer cet épisode, je vous partage la ressource de la semaine. Cette fois-ci on va parler équipement et on va parler de casque avec un guide complet pour vous aider à choisir votre prochain casque. Alors, comment choisir son modèle? En quoi un casque de triathlon ou de contre-la-montre peut vous aider à améliorer vos performances? Et surtout, est-ce que dans votre cas, vous auriez intérêt à vous y pencher? Vous allez trouver les réponses à ces questions dans le guide que je vous mets en description de cet épisode. Et si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à laisser une note de préférence 5 étoiles sur le podcast. Ça nous permet de nous faire découvrir et de grandir le podcast encore plus vite. Merci à tous. Bonne écoute de notre épisode avec Grégoire. Salut les sportifs, c'est Armano et je suis très heureux de vous recevoir pour ce nouvel épisode du podcast Devenir triathlète X Open Tri. Aujourd'hui, je suis tout seul, je ne suis pas accompagné par l'un des gars d'Open Tri. En revanche, j'ai un invité avec qui on va pouvoir parler sport, évidemment, mais aussi nutrition et ce qu'il fait pour la nutrition de nous, les athlètes qui consommons ces produits. Je suis très heureux de tendre le micro à Grégoire Dandre de Mulbar. Salut Grégoire. Salut Armano. Grégoire, écoute, je suis super content de pouvoir échanger avec toi. On avait fait connaissance via LinkedIn. Tu avais commenté un post que j'avais beaucoup apprécié. Et puis, voilà, je me suis permis de t'inviter en contact, de t'inviter à rejoindre mes contacts sur LinkedIn. Et puis, j'ai vu Mulbar, j'ai vu sport, j'ai vu plein de choses. Je me suis dit, tiens, faut qu'on échange. Et on a pu échanger il y a quelques semaines et je me suis dit que ça serait d'une importance extrême que je puisse te tendre le micro pour que tu puisses nous en dire plus déjà sur toi, mais aussi sur tes produits. Commençons déjà par toi. Dis-nous tout. Qui est Grégoire Dandre? Écoute, d'abord, merci de m'inviter. C'est très sympa parce que c'est pas un exercice que j'ai souvent fait, malgré que je distribue et que je possède la marque. Je vais vous expliquer tout ça depuis bientôt 15 ans. C'est vrai que la nutrition, c'est crucial dans les sports liés notamment au running, au vélo et donc au triathlon. Mais c'est très rare que les médias, les journalistes, finalement s'y intéressent, à part pour demander des pages de pub ou des choses comme ça. Mais rentrer dans après, il y a quelques marronniers quand même. En général, il y a quand même quelques marronniers en début, en fin de saison. On se pose toujours la question quelle est la meilleure des nutritions? Et puis là, justement, on vient vers les marques en leur proposant un partenariat. Donc, pognon, pognon, pognon. Mais nous, ça fait partie de notre ADN chez Devenir Tri quand même de comprendre ce qui peut permettre de progresser et de performer. Et il n'y a pas que l'entraînement, il y a aussi tous les à côté, et notamment la nutrition qui n'est pas que un gain marginal, qui fait véritablement partie des stratégies d'entraînement. La nutrition et l'alimentation en règle générale, évidemment, l'alimentation de tous les jours. Alors, je reviens à ta question. Donc, moi, je m'appelle Grégoire Dandre. Alors, on ne dit pas Dandres, on dit Dandre, mais c'est pas très grave. Excuse-moi, je suis à Toulouse depuis quelques mois ici. Tous les S, les T, les A, on les dit tous. Donc, vous êtes proche de l'Espagne, donc c'est logique. Donc, moi, j'ai 53 ans. Je distribue, comme je disais, la marque Mulbar depuis 2010, date à laquelle je me suis mis à mon compte et j'ai monté ma première entreprise. Avant, j'étais cadre dans des grands groupes, Procter & Gamble, PepsiCo et Red Bull. Voilà, donc en 2010, après plus de 16 ans passés dans des grandes sociétés, j'avais envie d'être mon propre patron. Et c'est à ce moment-là que j'ai rencontré les deux créateurs de la marque Mulbar, qui étaient toutes jeunes, et qui cherchait un distributeur pour la France. Donc, c'est vrai qu'à cette période-là, plutôt que de partir de zéro et d'inventer quelque chose, je me suis dit, tiens, cette marque, elle est top. Évidemment, il m'avait envoyé des produits, je l'avais goûté. Elle apportait vraiment quelque chose de très nouveau sur le marché. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas commencer par distribuer une marque, histoire de me faire la main, de voir ce que ça donne, et puis on verra après pour créer quelque chose.
Et Attends, mais je t'arrête 2 secondes. On parle de nutrition, d'alimentation ouais, saine, sous-entendu. Tu as quand même bossé chez PepsiCo, chez ouais. Procter Gamble et chez Red Bull. C'est quand même pas non plus les plus grands porte-drapeaux de l'alimentation dite saine. Justement, c'était pour me racheter, tu vois, après 15 ans d'avoir distribué des produits pas forcément naturels, je me suis dit, il faut que je me rattrape, c'est ma rédemption. Je vais distribuer une marque bio, sans aucun additif, ni conservateur, ni colorant. Et c'est vrai que quand le hasard a fait que j'ai rencontré Alex et Jimmy, donc qui étaient les deux créateurs de Mulbar, et quand j'ai vu l'ADN de cette marque, qui était la naturalité, le plaisir, le goût, je me suis dit, mais c'est, voilà, j'aurais enfin du, pas du plaisir, bien sûr, mais aucune honte, entre guillemets, à proposer des produits parce qu'ils sont vraiment irréprochables de ce côté-là. Donc, on va dire, voilà, il y avait ma vie d'avant et ma nouvelle vie depuis maintenant 15 ans, c'est de proposer des produits naturellement excellents, sans aucune cochonnerie dedans. Voilà. Donc, j'ai démarré en 2010. La distribution de Mulbar, ça a tout de suite super bien fonctionné parce qu'à l'époque, le marché de la nutrition sportive était complètement endormi. Il était dominé par des marques généralement issues de labos pharmaceutiques. Et c'est vrai que les labos pharma, la naturalité, le plaisir, le goût, c'est pas forcément leur priorité. Ils fabriquent des produits efficaces, ça c'est évident, mais voilà, ils n'avaient pas trop accès là-dessus. Et lorsque je suis Quand tu arrivé, parles de produits issus de labos pharmaceutiques, moi, à mon époque, alors c'était même pas encore en 2010, c'était encore avant, hein, fin des années 90, mais on connaissait beaucoup Isostar, Powerade. Toi, quand tu penses aux marques issues de labos pharmaceutiques, c'est ces marques-là, c'est d'autres. non, alors, On peut citer des noms, hein, ouais, même si on oui, veut pas ben, forcément leur faire la pub. encore Mais une fois, ce sont de très bonnes marques et elles l'ont prouvé avec leurs résultats. Mais alors, pour moi, Powerade, c'est pas du tout une marque de nutrition sportive. Powerade et Gatorade. Donc Gatorade, je connais bien parce que ça appartient toujours à Pepsi. Powerade, c'est Coca. Donc déjà, quand tu vois qui les possède, tu te dis, bon, c'est des soft drinks qui sont un peu mieux que ce que vous connaissez, les colas et autres, parce qu'il y a moins de sucre déjà, ça c'est important, mais ça reste quand même du soft drink. C'est pas du tout des boissons dans lesquelles il y a des vitamines, des minéraux, des choses comme ça. Donc eux se marquaient de boissons sport évidemment, mais c'est pas forcément recommandé. En tout cas, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Euh, et déjà, quand tu vois la couleur, je veux dire, voilà, la première règle en alimentation, nutrition, en diététique, c'est de mettre de la couleur dans son assiette, mais de la couleur naturelle, c'est ça. pas des Pas du trucs bleu, bleu fluo, vert bleu fluo. turquoise ou rose bonbon, ouais, tout à fait. Et l'autre priorité, c'est de regarder les étiquettes surtout. Et ça, c'est ce que je dis depuis 15 ans. Quand il y a un nom d'ingrédient que vous ne connaissez pas dans une liste d'ingrédients, dans une recette, bah, généralement, c'est pas bon signe. S'il faut un Vidal, ça marche pas. Vaut mieux soit un Larousse et que tous les mots soient dans le Larousse et naturel. Bon. Donc, ouais, quand je parle de Labo Pharma, alors Isostar, c'est une marque de grande distribution qui est très très peu présente dans ce qu'on appelle le réseau sélectif, c'est-à-dire les magasins de sport, les magasins d'alimentation sport, mais ça reste en effet une marque de nutrition sportive. Quand je parle de Labo Pharma, ce sont plutôt des laboratoires qui sont souvent en Belgique, en Angleterre, donc des gens comme i5, SIS. Tu as des marques aussi qui sont vendues en pharmacie, comme eFit, des marques comme Punch Power, qui ont été rachetées d'ailleurs par eFit, donc voilà, qui appartiennent à des labos pharma. Et donc, ouais, historiquement, la nutrition sportive, c'était vendu en pharmacie. C'était pas vendu dans les magasins de sport. Le running, l'explosion du running a fait qu'avec vraiment l'explosion du nombre de magasins, il y a eu un rayon nutrition qui s'est créé, et ce qui a aussi occasionné la création de nouvelles marques qui sont toutes rentrées dans ce créneau de la naturalité pour justement se différencier de tout ce qui existait par le passé. Merci. Je me suis permis hein, ces petites incartades, ces petites parenthèses, mais pour que justement les gens puissent comprendre. On parle souvent de ces marques-là, mais c'était l'occasion de faire un focus dessus, Ouais. en sachant qu'aujourd'hui le focus, c'est pas un épisode publicitaire, c'est pas un épisode sponsorisé. Après, libre à toi à la fin de l'épisode si tu veux faire gagner des produits ou mettre des coupons. Mais on est quand même là pour parler de toi et de Mulbar parce que j'ai vraiment beaucoup apprécié cet échange qu'on a pu avoir et puis cette orientation, cet ADN que tu défends. D'accord. Ben alors donc ouais, cet ADN, on le défend, je te dis, depuis que la marque existe. Donc elle a été créée en Angleterre en 2008. Moi, je l'ai distribuée depuis 2010. Et surtout, j'ai eu l'occasion, l'opportunité de la racheter en 2015. Les deux Anglais
souhaitaient passer à autre chose. C'est des gens qui historiquement n'étaient pas du tout issus du milieu du sport, qui avaient créé pour eux, dans leur cuisine, des bars au début pour leurs propres besoins. C'était des vététistes et ils ne trouvaient pas justement sur le marché des produits qui répondaient à leurs attentes de naturalité. Donc ils se sont dit, comme on ne trouve pas ça sur le marché, on va les faire nous-mêmes. Et de fil en aiguille, en donnant à leurs potes dans les courses, et les gens leur ont dit, vos bars, elles sont super bonnes, pourquoi vous ne créeriez pas une marque? Et c'est comme ça qu'ils sont en quelque sorte un peu improvisés, créateurs de bars énergétiques au début. Et ensuite sont venus les gels. Donc, comme je disais, en 2015, ils ont souhaité vendre la marque et passer à autre chose. Et donc, c'est à ce moment-là que je me suis associé à Denis Gargaud, qui est un athlète de haut niveau. L'année suivante, en 2016, il a gagné la médaille d'or aux Jeux Olympiques de Rio en canoë. Donc, il a pris la suite de Tony Estanguet au palmarès. Et c'est vrai Tony Estanguet, je ne vois pas. On n'en a pas trop entendu parler ces dernières semaines. Il a participé à l'organisation d'une compète cet été. C'est ça. J quelque chose. Voilà. On n'a pas le droit de le dire, c'est un copyright. Hein, si tu le dis, tu dois payer. Donc, on n'a pas le droit de le dire. Non, mais donc, avec Denis, donc, on a racheté la marque tous les deux. On en a profité pour tout remettre à plat. Et donc, par exemple, on a complètement revu l'identité visuelle, les emballages. On a revu le logo. On a créé une gamme de compotes énergétiques. On a créé des nouvelles saveurs sur les bars, sur les gels. Donc, c'est vrai qu'à partir du moment où la marque t'appartient, tu peux investir dessus et la modeler ou en tout cas affiner selon tes goûts, ce qui n'est pas possible quand tu es juste distributeur, qui est une relation d'achat-vente où tu achètes les produits et tu les revends. Donc, oui, tu peux toujours tu peux quand même participer éventuellement de temps en temps à l'élaboration, en mode collaboration. Quand tu dis que vous avez remis tout à plat, c'est surtout sur la création d'une nouvelle ligne, de nouveaux produits, sur l'identité visuelle, mais vous n'avez pas cassé l'ADN de la marque. Non. Les barres étendards, porte-drapeau, vous les avez gardés, vous n'avez rien changé. Non, on n'a pas changé l'ADN de la marque, c'est-à-dire la naturalité, donc pas de conservateur, pas de colorant, aucun produit chimique, parce que le marché nous disait que c'est ça qu'il attendait. Les consommateurs étaient super satisfaits. En revanche, on a travaillé des nouvelles recettes. On a arrêté des recettes qui tournaient moins parce qu'on ne pouvait pas se permettre d'avoir de stocker des produits indéfiniment. Et généralement, les marques, elles créent des nouveaux produits et puis elles arrêtent ceux qui tournent le moins pour essayer en permanence d'avoir des produits qui tournent. On est sur de l'alimentation, donc ça veut dire qu'il y a des DLUO. DLUO, c'est date limite d'utilisation optimale. Ce qui veut dire que passé cette date, tes produits, tu ne peux plus les vendre. Donc, c'est très problématique. Donc, il faut avoir des produits. Tu ne peux plus les vendre, mais tu peux toujours les consommer. C'est une date limite d'utilisation optimale. Déjà. Techniquement, on peut les vendre jusqu'à 6 mois après la date. Mais malheureusement, en tout cas, les Français sont très peu ouverts à ce genre de choses. Et pour eux, dès que la date est passée, le produit doit être jeté à la poubelle. Ce qui est complètement faux. Parce qu'en effet, le sucre est un très bon conservateur. Les bars, les gels, les compotes, tu peux les consommer même 1 an après la date et il n'y aura aucun souci. Donc, pour la petite anecdote, moi, quand j'ai commencé dans la vie active, j'étais déjà un peu sportif. Je bossais chez GoSport, donc un distributeur de produits sportifs qui n'existe plus maintenant, puisqu'ils ont fait faillite il y a quelques mois. Et on avait souvent des produits, à l'époque, 96, 97, 98, 2000, on avait souvent des produits déjà le début des produits énergétiques, des produits d'alimentation du sportif qui avaient atteint cette date limite. Et effectivement, les consommateurs, déjà il y a 25 ans, ne voulaient plus consommer dès qu'ils voyaient que la date était atteinte ou était à 1 semaine d'être atteinte. Et donc, moi, en tant que vendeur, j'avais été voir mon patron, j'avais dit, écoute, plutôt que de les jeter, moi, je te les récupère, ça me va bien pour mon sport. Et effectivement, ça m'arrivait de consommer des produits J plus quelque chose, plusieurs semaines, plusieurs mois, et j'ai jamais été malade. Non, il n'y a aucun problème. Et voilà, d'ailleurs, je le vois preuve par l'exemple. Avec mes clients vraiment fidèles et réguliers, quand j'ai des stockages comme ça de produits en date très courte ou voire dépassés, ils continuent à me les acheter parce qu'ils savent très bien, par expérience, que les produits sont très bons et qu'il n'y a aucun souci. Ouais. Donc, sur la partie naturalité, tu dis pas de conservateur, ça veut dire que les produits Mulbar, ils se conservent combien de temps? Parce que les conservateurs, c'est justement ce qui servent à faire tenir des produits 6 mois, 1 an, 2 ans, 10 ans. Alors, chez Mulbar, c'est quoi? Alors moi, une barre, quand elle sort de l'usine, de l'atelier, elle a 24 mois de DLUO, donc 2 ans. D'accord. On pourrait mettre beaucoup plus. Mais après, il y a aussi un effet quand les gens regardent, s'ils voient qu'il y a 3 ans de date
si la barre vraiment vient d'être produite et qu'elle arrive en magasin et qu'il voit qu'il y a 3 ans de date, il pourrait penser que justement il y a un truc bizarre parce que 3 ans, c'est long. Mais ce que je disais tout à l'heure, c'est que le sucre est un excellent conservateur, tout comme le sel ou l'huile. Dans les temps anciens, ils conservaient les produits avec ces ingrédients-là. Et tu le vois notamment au niveau des confitures. Par exemple, une confiture, ça peut se garder des années. Du moment qu'elle est bien protégée de l'air et de l'oxydation, il n'y a aucun souci. Donc en fait, c'est le sucre qui fait que le produit va se conserver. Et puis aussi, tu as une qualité de l'emballage qui va jouer. Un emballage qui est poreux à l'air va entraîner l'oxydation du produit. Donc la couleur va changer, le goût va changer. Il ne sera pas forcément mauvais pour la santé, tu risqueras pas d'être malade, mais les qualités, je dirais, organo peuvent changer et surtout l'aspect et le goût. Donc, c'est pour ça que c'est important d'avoir un emballage de qualité pour que le produit soit à l'abri de l'air. Ça, c'est la priorité. Il faut que le produit Pas soit. toujours, hein, parce que le pinard, justement, on le sait peut-être pas, mais les bouchons de vin sont poreux à l'air et c'est justement ce qui fait évoluer le vin Ouais, et ce alors, qui fait que. Alors, certains vins, hein, pas tous, hein, parce ouais, pas qu'effectivement, il y tous. a des vins, on les garde pas 20 ans. Hein. Ouais. Non, non, mais le vin a tendance à se bonifier avec l'âge, ce qui est rarement le cas des produits alimentaires. Bon, je te coupe beaucoup, mais je te promets, je vais te laisser finir une phrase. Hein. Non, non, il n'y a pas de problème. Donc voilà, tu rachètes, enfin, tu as l'occasion de racheter cette marque en 2015. Ouais. Ça veut dire quoi, racheter la marque, au-delà d'en faire un petit peu ce que tu veux? Ça veut dire que tu impatries aussi, tu rapatries aussi les outils de production? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que donc Mulbar, c'est une marque, mais comme toutes les marques de nutrition sportive, à l'exception d'une ou deux, ne possède pas ces outils industriels pour fabriquer parce qu'on n'a pas les volumes suffisants pour posséder nos propres usines. Donc, on passe par des sous-traitants, ce qu'on peut appeler des co-packers en anglais, donc qui sont des entreprises spécialisées qui fabriquent des produits pour des marques A, B, C, D. Donc, moi, euh, j'ai des usines qui fabriquent pour des concurrents, notamment, mais avec les cahiers des charges et les recettes de chaque marque. Donc, il y a un outil industriel qui est le même pour, on va dire, pour tout le monde, qui pourrait être le même pour tout le monde, mais après, à chacun d'apporter sa recette, ses ingrédients pour faire la différence par rapport aux autres. Donc, ouais, quand on a racheté la marque, on a tout de suite cherché à rapatrier la production en France parce que tout était fabriqué en Angleterre, bien sûr. Surtout qu'en 2015, commençait à arriver un mot qui faisait très peur à tout le monde, c'était le Brexit. Et on savait que le Brexit, ça allait être un peu compliqué parce que ça allait être le retour des droits de douane, ça allait être compliqué pour pas mal de raisons de transport et de délais, de choses comme ça, et aussi de fluctuation de la livre sterling. Donc, on a tout de suite regardé pour rapatrier la production en France. Et malheureusement, à l'époque, on n'a pas trouvé de fabricant en France qui était capable de nous fabriquer nos bars avec le process qu'on souhaitait et surtout avec des quantités qui étaient acceptables. Il y a des fabricants en France, mais qui sont plutôt des gros faiseurs et qui te demandent facilement 30, 40, 50 000 unités par saveur, quand nous, en Angleterre, on était à 12 000. Donc, tu vois, rapport aux finances, à la trésorerie, tu peux pas non plus fabriquer plus de bars que tu peux en vendre dans le temps imparti, encore une fois, avec cette histoire de DLUO. Et puis surtout, ça te fait une immobilisation financière qui est énorme et des frais de stockage après tous les mois chez ton logisticien où tu vas payer des palettes qui prennent la poussière pour rien. Donc, Oui, c'est vrai surtout qu'on que c'est pas de la précommande, c'est à tu la fabriques paye. d'abord et après tu vends. Oui, exactement. Et puis, tu dois payer, quand le camion quitte l'usine, tu dois avoir payé toute la production. Donc, c'est quand même beaucoup d'argent sorti. Et donc, les premières années, on est resté en Angleterre parce que c'est des usines qui travaillaient pour la marque depuis le tout début et avec lesquelles ça se passait très bien. Donc, on s'est dit, allez, pourquoi changer une équipe qui gagne? Euh, donc, on a gardé notre fabricant de bars et notre fabricant de gel en Angleterre. En revanche, comme on a créé une gamme de compotes énergétiques, là, on s'est dit, quitte à partir de zéro, autant regarder là aussi ce qui est possible de faire en France. Et là, on a eu la chance de tomber sur une entreprise qui fabrique en Ardèche des compotes. Et donc, on a démarré dès le départ les compotes en Made in France. Et bon, j'y reviendrai plus tard, mais dernièrement, au mois de mai, j'ai lancé une gamme de boissons, là aussi, partant de zéro. Évidemment, je n'ai pas été chercher en Angleterre ou en dehors de France. J'ai eu la chance de trouver un fabricant dans le Massif central qui a été d'accord pour me produire dans les quantités qui me correspondaient, parce qu'encore une fois, la trésorerie, elle est très limitée. Et du coup, à partir du moment où tu trouves quelqu'un qui fait des bons produits
et qui te permet de ne pas en commander trop d'un seul coup, et ben tu pars avec eux et donc les boissons sont aussi made in France. Voilà. Ça, c'est le début de la deuxième belle histoire La de Mulbar, Renaissance. Ouais. la Renaissance. Tu me disais en off, je ne sais pas si tu voudrais en parler, mais il y a eu une autre Renaissance pour Mulbar quelques temps après. Oh, bah alors, Mulbar, ça a été les montagnes russes parce que, on va dire que, allez, pour faire l'historique de la marque, donc en 2015, on rachète la marque. En 2017, on fait une levée de fonds. Donc, on a levé 1 million d'euros, ce qui était relativement énorme pour cette période-là, pour une marque de nutrition, sachant qu'on faisait moins que ça en chiffre d'affaires. Donc, on a levé 1 million d'euros avec un différé de remboursement. En fait, dans ce million d'euros, il y avait 500 000 euros qui étaient des investisseurs qui avaient pris donc une part du capital et 500 000 euros qui étaient un emprunt auprès d'une banque. Donc, cette banque, on devait la rembourser avec un différé de 2 ans, ce qu'on a fait en 2019. Et puis en 2020 est arrivé le Covid, où là, tout s'est arrêté parce que, évidemment, plus de sport, magasins fermés, on faisait du sport dans le kilomètre autour de chez soi et pas plus d'une heure. Donc, autant dire qu'il n'y avait pas besoin de consommer des bars, des gels ou des compotes. Et comme il n'y avait plus aucune compétition, plus de marathon, plus de course cycliste, plus rien, plus de triathlon, et bien évidemment, le marché est complètement tombé à zéro quasiment. Et donc ça a été un peu un premier coup d'arrêt dans notre belle envolée parce qu'on était parti sur des très bonnes tendances. Avec Denis, on avait recruté 5 salariés, on avait des bureaux à Marseille et tout se passait très bien. Et donc, malheureusement, avec cette histoire de Covid, j'ai dû me séparer des salariés, j'ai fermé les bureaux. Moi, je suis remonté vivre à Paris parce que toute ma famille était là-bas. C'était donc beaucoup plus simple d'un point de vue personnel. Et Denis, lui, avait besoin de reprendre du temps pour s'entraîner parce qu'il souhaitait, il espérait se qualifier pour les JO de Tokyo et potentiellement les JO de Paris également. Donc, il fallait qu'il se désinvestisse au niveau professionnel pour se libérer du temps et s'entraîner pour défendre sa médaille d'or. Voilà, donc j'ai continué l'aventure tout seul à partir de mi-2020 et je suis toujours tout seul aujourd'hui. Donc ça surprend toujours les gens de penser qu'une marque comme Mulbar, qui est quand même, qui a sa petite notoriété, on va dire, étant donné qu'elle existe depuis pas mal de temps. Mais c'est vrai que je suis tout seul à la gérer, j'ai pas de commerciaux, j'ai personne pour m'aider et je fais ça comme un grand. Voilà. Bon, Et écoute, tu te débrouilles pas trop mal, hein. Déjà, les 20 premières minutes du podcast, on sent bien que tu es un commercial né, donc ça va. Ah bah ça oui, c'est mon histoire, j'ai toujours été commercial. Mais non, ce que je dois dire aussi pour être tout à fait transparent, c'est que suite au Covid et au fait que pendant 2 ans de Covid, j'ai pas pu rembourser mes échéances de dette auprès de la banque, elle a fini par m'attaquer en justice en me demandant la totalité de la somme que je lui devais, autant dire 500 000 euros. Et ça s'est terminé par un redressement judiciaire et une liquidation fin 2022. Voilà, donc 2022 en liquidation et j'ai été repris par une personne qui a racheté la marque et on est reparti tous les deux, mais on va dire que lui est plutôt un investisseur et me laisse toute la partie gestion opérationnelle parce que c'est pas son cœur de métier en quelque sorte. Voilà, donc la marque il y a eu un grand tournant en 2015 et puis à nouveau un très grand tournant à l'été 2023, l'année dernière, où j'ai dû repartir de quasiment zéro. Tu vois, de te donner un ordre d'idée, avant le Covid, j'étais dans la marque qui était distribuée dans plus de 400 magasins en France et était distribuée dans 20 pays. Après le Covid, j'ai gardé une cinquantaine de magasins en France parce que beaucoup en ont profité pour limiter le nombre de marques qu'ils avaient en rayon. Et comme je faisais pas forcément partie des plus grosses et qu'entre-temps, de nombreuses marques se sont lancées sur le marché, forcément, tu perds la distribution. Et au niveau de l'export, le prix du transport a tellement explosé que ça valait plus le coup pour les distributeurs à Hong Kong, à Singapour ou à Dubaï, par exemple, d'importer des bars, des gels de France avec des coûts de transport qui étaient rédhibitoires par rapport à la marge qu'ils pouvaient faire sur les produits. D'ailleurs, c'est un truc qu'il va falloir qu'on m'explique, hein, parce que je fais toujours mon marché et depuis que je suis à Toulouse depuis quelques mois, j'ai un petit marché de quartier à côté de chez moi et je suis toujours effaré de voir que le prix des fruits et légumes
qui viennent de l'étranger, alors pas forcément de l'Espagne ou de l'Italie, hein, même certains fruits et légumes qui viennent du Guatemala, de l'autre côté de la planète, coûtent moins cher que les fruits et légumes qu'on produit nous en France. Bon, Parce que, alors, oui, tu as un coût de main-d'œuvre qui est différent. Et tu sais, quand tu exportes et que tu prends un container complet, tu mets tellement. Alors, ça dépend de la taille des produits. Tu me diras, si c'est des motos, tu en mets beaucoup moins que si c'est des téléphones portables. Mais le prix des conteneurs avait explosé pendant le Covid. Et puis, il est revenu à la normale après. Et c'est vrai que quand tu prends un container et que tu le remplis de 30 ou 40 palettes, le coût rapporté au produit est infime. C'est quelques centimes. Moi, il s'avère que distributeurs dans les 20 pays dont je te parlais ne prenaient pas des containers entiers. Ils commandaient soit au carton, soit en petites palettes. Et donc, c'est des produits qui bien souvent prenaient l'avion. Et le prix du fret aérien, lui, est resté très, très haut. ouais. Du coup, là, donc vous avez une partie de la production qui est en France, ou vous avez rapatrié toute la production en France? Alors, j'ai rapatrié en fin d'année dernière la production des bars en France parce que j'ai trouvé une usine, enfin, qui était capable de fabriquer mes bars avec quasiment, et franchement, je mets quiconque au défi en blind test, de faire la différence entre celles d'avant et les nouvelles. Et je t'explique pourquoi. Les bars Mulbar qui étaient fabriqués en Angleterre avaient une spécificité par rapport aux autres. Et c'est ça qui leur donnait leur côté très moelleux, savoureux, limite fondant dans la bouche, c'est qu'elles étaient cuites. Généralement, les bars sont ce qu'on appelle extrudés, c'est-à-dire que tu fais une pâte, tu mélanges tous les ingrédients. Il y a une machine qui étale et qui fait une espèce de rouleau et qui est coupé en barres. Mais les produits sont crus, ce qu'on appelle les raw bars, raw materials, c'est les matières premières, matières non processées. Et c'est vrai que c'est toute la différence entre un produit qui va être cuit et un produit qui est cru. Quand c'est cuit, forcément, les ingrédients se mélangent mieux, sont plus fondants. Tu te retrouves avec des barres qui sont moins sèches, moins cassantes. Et c'était évident qu'on n'allait pas sacrifier cet avantage concurrentiel qu'on avait sur les autres en allant dans une usine qui ne savait pas produire tel qu'on le souhaitait. Parce qu'on aurait eu du Made in France, mais avec des barres qui ne ressemblaient plus du tout à ce qu'elles étaient. Et c'est vrai que l'usine qu'on a trouvée en France a un procédé de fabrication qui est relativement proche et les barres gardent leur moelleux. Et ça, c'était la priorité. Donc elles sont toujours cuites, elles ne sont pas extrudées. Elles sont à la fois cuites et extrudées. Je pourrais pas en dire beaucoup plus, mais c'est un process qui est assez unique. Donc elles ne sont pas passées au four, mais elles ont une étape au cours de laquelle les ingrédients montent très très fort en température et du coup permettent d'avoir le même rendu de barres ultra moelleuses que tu prends vraiment plaisir à manger pendant l'effort. Ok. Donc aujourd'hui, donc tous les produits sont fabriqués en France, à l'exception des gels. C'est pas pour avoir encore essayé tout l'été. Le problème, en fait, c'est que mes gels sont fabriqués sont conditionnés dans des petits tubes qui ressemblent à des tubes de dentifrice avec un bouchon. Pourquoi? Parce que quand on faisait, à l'époque, on faisait beaucoup de salons, donc le salon du running, le Rock d'Azur et j'en passe, on avait beaucoup de gens, notamment des femmes, qui nous disaient qu'elles ne consommaient pas de gel parce que les produits étaient trop sucrés et surtout, ça faisait beaucoup trop de volume et donc de sucre avec des emballages qu'elles ne pouvaient pas refermer. Donc, soit elles en jetaient la moitié et vu le prix des produits, c'est un peu dommage, soit elles les consommaient, mais quand tu prends trop de sucre, ça peut avoir des effets complètement négatifs et inverse que ce que tu cherches quand tu en prends. Donc, on s'est dit, pourquoi pas se différencier des autres et mettre un tube vraiment refermable avec un petit bouchon à clapet, donc exactement comme un dentifrice. Donc ça, c'est génial parce que il y a pas mal de gens qui trouvent ça très, très pratique. Et surtout, l'autre point, c'est que ce petit tube, en fait, comme il est hyper qualitatif, tu peux le rincer à l'eau chaude quand il est vide et le réutiliser parce qu'on a créé en 2013 un concept d'éco-recharge. On était les premiers à arriver sur le marché avec ce principe-là qui a pour avantage de réduire le plastique à usage unique parce que quand tu consommes un gel énergétique, qu'il soit en sachet ou en tube, où tu casses la petite partie, la petite pipette, et c'est très souvent du plastique ou un emballage en plastique et alu, et tu ne peux pas le réutiliser, donc il part
au mieux à la poubelle, au pire, les gens le jettent par terre et ça fait de la pollution en pleine nature. Donc, le problème, c'est qu'en France, il n'y a aucune usine. Alors, il y a pas beaucoup d'usines qui peuvent conditionner des gels énergétiques, mais il n'y a aucune usine qui est capable de gérer en fait ce petit tube qui est complètement différent de ce qu'elles ont l'habitude de faire. Elles n'ont pas les machines adaptées en fait pour pouvoir le remplir. Donc, c'est vrai que pour l'instant, je reste avec mon fabricant anglais qui me, bon, qui a des contraintes, mais encore une fois liées au Brexit et au fait qu'il y a une grosse pénurie de camions et que le transport, c'est très compliqué depuis l'Angleterre. Mais au moins, ça me permet de conserver mon avantage concurrentiel, que j'estime être un avantage concurrentiel. Donc, ces fameux petits tubes refermables et réutilisables. Euh, Alors, on le sait, hein, c'est une industrie, alors peut-être pas forcément enfin, un business pas forcément de centimier, parce que ça se compte pas forcément en centimes, ça se compte en quelques euros, mais c'est pas non plus un business où tu peux devenir millionnaire. Donc, ça, c'est clair. Comment tu vis avec ça, justement, grâce à Mulbar? Eh ben, écoute, je vis en faisant très attention à tout ce que je dépense. Et donc, déjà, je travaille de chez moi. Ça, déjà, ça limite fortement les charges par rapport à une location de bureau. Et donc, je fonctionne avec essentiellement des charges variables, c'est-à-dire que j'ai un logisticien qui s'occupe de toute l'expédition des produits, que ce soit pour les ventes Internet ou les ventes au magasin ou dans les 3-4 pays que j'ai gardés à l'export. Et généralement, ces gens-là, tu les payes en fonction du volume de commandes générées. Donc, évidemment, il y a un coût de stockage, mais qui est franchement pas très important par rapport si je devais avoir mon propre local de stockage avec tous les frais que ça engendre. Donc, mais comme tu disais, le nerf de la guerre, c'est la trésorerie. La plupart des marques sont des petites marques. Il n'y a pas de mastodonte sur la nutrition sportive. Alors, tu citais tout à l'heure Isostar, qui est qui appartient à une boîte japonaise, qui est une grosse multinationale. Mais on va dire que ça, c'est assez atypique. Toutes les autres marques que tu peux connaître, c'est des marques qui ont entre un salarié comme moi, jusqu'à peut-être 20 ou 30, comme des gens comme Oversteam, mais ce ne sont pas des boîtes qui font des dizaines et des dizaines de millions d'euros. C'est un marché qui est encore très atomisé avec plein de petites marques dans chaque pays. Et comment on sort son épingle du jeu au-delà des avantages concurrentiels dont tu parlais? Alors, il y a déjà l'ADN de la marque, la naturalité, etc. Il y a le Made in France pour certains des produits. Il y a cet avantage concurrentiel avec les gels, par exemple, qui sont refermables, rechargeables, etc. Donc, ce côté un petit peu RSE aussi, prendre soin de l'environnement et autres. Mais comment est-ce qu'on tire son épingle du jeu? J'imagine que la communication revêt une importance énorme. Ah bah de plus en plus, sachant que euh, les dernières marques qui sont arrivées sur le marché, qui viennent de l'étranger, donc des gens comme NAC, comme Morten, ont pas mal d'argent. Alors, je ne sais pas s'ils ont levé des fonds ou si c'est parce que, comme NAC, ils sont sur le marché nord-américain, qui est un marché beaucoup plus vaste que le marché français. Donc, forcément, ça génère beaucoup plus de profits qui te permettent d'investir. Et lorsque tu vas aller à l'export, d'avoir plus d'argent pour te faire connaître et t'acheter des partenariats avec l'UTMB, par exemple, en ce qui les concerne, ou bien de sponsoriser un marathon de Paris ou des courses vraiment emblématiques qui te permettent d'avoir beaucoup de notoriété. Mais, Ou de l'Ironman comme pour Martin. ou de Larry Ironman comme Morten. Avant Morten, c'était Powerbar, qui est quand même pareil, un très gros faiseur à l'échelle mondiale. Mais ça reste des exceptions. Et donc, comment je tire mon épingle du jeu? Moi, du fait que je sois maintenant tout seul, mon objectif, c'est pas forcément d'être partout présent dans le monde et d'être dans tous les magasins, parce que j'ai pas, malheureusement, les journées font 24 heures et je ne peux pas passer mon temps à fabriquer des produits pour les vendre et gagner quelques centimes, parce qu'on en est plutôt là quand on fait du B2B. On est quand même des centimiers, chaque centime compte. Et c'est vrai que j'ai plutôt changé ma stratégie à partir du moment où j'ai relancé la marque l'année dernière. Et je me suis dit, comme tu peux pas produire et vendre en gagnant quelques centimes, tu vas plutôt essayer d'optimiser ta marge et en vendant sur Internet. Donc, j'ai gardé, comme je te disais tout à l'heure, une cinquantaine de points de vente en France, qui sont des magasins fidèles et qui font confiance à Mulbar depuis très longtemps. Mais maintenant, ma stratégie, c'est vraiment au maximum de développer les ventes sur Internet
parce qu'évidemment, la marge est quand même légèrement meilleure pour la marque, parce que y a un intermédiaire en moins qui est le magasin. Et puis, je me suis surtout aperçu que les magasins ne peuvent pas proposer toutes tes références, parce que généralement, elles ont une, deux, trois autres marques, et que le rayon n'est pas extensible. La nutrition sportive dans un magasin de sport, c'est rarement plus de 10% du chiffre d'affaires. C'est plutôt aux alentours de 5 même. Donc, tu vois, elles ne peuvent pas non plus allouer un espace surdimensionné par rapport à ce que ça leur rapporte. Donc, tu es complètement limité en termes d'espace. Et les magasins peuvent rarement proposer toutes tes gammes, tu vois, tes bars, tes gels, tes compotes, tes boissons et toutes les saveurs qui existent. Donc, du coup, les clients qui aiment ta marque et qui veulent piocher dans les différentes saveurs, généralement, ne trouvent pas leur bonheur en magasin. Et c'est vrai que l'avantage d'Internet fait que quand tu viens sur le site de la marque ou sur les sites partenaires, ils ont accès à l'ensemble du catalogue. Et c'est vrai qu'on parlait tout à l'heure du Covid. Le Covid a aussi pas mal changé les donnes. Tu le sais, j'imagine, et c'est le cas dans pas mal de secteurs d'activité où le e-commerce a complètement explosé parce que les gens ne pourront plus aller en magasin, ont découvert, pour ceux qui ne connaissaient pas le e-commerce, et sont aperçus qu'en effet, en allant directement acheter soit sur le site de la marque, soit sur des sites généralistes qui proposent plusieurs marques, là, ils peuvent faire leur shopping et avoir accès à l'ensemble des produits. Le triathlon, t'es pas non plus totalement indifférent parce que tu me disais en off qu'il t'est arrivé de sponsoriser quelques triathlètes pas très connus. Je te laisse peut-être nous en dire plus. Et pas que des triathlètes d'ailleurs. Ouais, tout à fait. En fait, quand j'ai lancé la marque en 2010, j'ai regardé ce qui se faisait, les concurrents. Tout le monde était sur le cyclisme, tout le monde était sur le running, mais il y a deux sports qui émergeaient à ce moment-là, c'était le trail, donc la course nature, la course en montagne, et le triathlon. Et je me suis dit, en effet, plutôt que d'aller donc d'être tout petit et d'essayer d'aller prendre des parts de marché à des gens qui sont déjà bien installés, pourquoi ne pas aller sur des sports beaucoup moins préemptés, donc à savoir le trail et le triathlon. Et c'est vrai que c'est les deux sports sur lesquels j'ai investi à la fois en com pour faire connaître Mulbar et pour en venir au triathlon. J'ai eu l'occasion, grâce aux Anglais, donc ça c'était avant que je devienne propriétaire de la marque, quand j'étais distributeur, on avait un deal avec Marcel Zamora, donc qui est une légende du triathlon. Il a gagné 5 fois l'Ironman de Nice. Et donc, c'était dans les années entre 2010 et 2015, grosso modo. Et c'est vrai que ça nous a permis quand même à cette époque-là d'être rapidement connus dans ce milieu-là. Et Marcel, tournait avec des Mulbars et nous faisait quelques pubs. Alors, c'est vrai qu'à l'époque, malheureusement, les réseaux sociaux n'étaient pas aussi puissants que ce qu'ils sont aujourd'hui. Donc, c'était beaucoup plus dur de faire savoir au grand public que tu avais un athlète aussi connu que Marcel, parce que le seul moyen à l'époque, c'était d'acheter des pages de pub dans des magazines. Et là aussi, malheureusement, ça coûte très, très cher. Et sans parler qu'un magazine, tu le lis un mois, tu le lis quand tu le reçois, et généralement, soit ça part à la poubelle, soit sur une pile dans les toilettes. Et donc, c'est assez éphémère comme investissement. Donc, ça nécessite en plus d'avoir une récurrence, donc c'est-à-dire régulièrement de mettre ta pub pour que les gens l'impriment en quelque sorte. Alors que l'avantage des réseaux sociaux et de tout ce qui existe avec les blogueurs, tout ça, c'est que quand tu fais un podcast, c'est que ça reste dans le temps parce que notre ami Google conserve tout et même quelques années après, tu trouves trace de toutes ces communications que tu fais. Tu as fait ma pub, donc c'est nickel. Hein. Si tu veux sponsoriser un épisode de podcast, n'hésite pas. Avec Mulbar, ça restera gravé dans le marbre de l'audio. Non, mais voilà, on l'aura compris. Vous avez communiqué aussi en pénétrant le marché du triathlon. Est-ce que ça vous a permis aussi d'en apprendre plus sur les attentes, les besoins des triathlètes en termes de nutrition? On vient sur un point un petit peu moins promotionnel, mais justement, est-ce que vous avez développé des produits pour Marcel Zamora pour que lui ait qu'il couvre tous ses besoins énergétiques, ou est-ce qu'il faisait avec vos produits de base? Enfin, comment ça marchait cette collaboration avec un triathlète qui était dans le très très haut du top du panier? Alors écoute,
je ne pense pas, que Marcel ait participé à la création des produits. Ça peut arriver, en effet. On l'a eu fait ensuite. Comme je te disais tout à l'heure, mon associé donc de Dugargo, en tant que champion olympique, déjà lui, il faisait du sport tous les jours. Alors même s'il n'était pas triathlète, il faisait du canoë, mais il était quand même assez apte à avoir l'efficacité déjà énergétique d'un produit. Et puis il avait aussi pas mal de potes athlètes de haut niveau qui nous testaient en amont les différentes formulations qu'on avait et revenaient vers nous avec leurs impressions. Donc non, j'ai pas souvenir que Marcel ait participé à la création des produits. C'était un partenariat, on va dire, un petit peu plus commercial, comme c'est très souvent le cas. Et, et d'ailleurs, j'écrivais un article il n'y a pas longtemps, un article de blog, où je disais que malheureusement, les athlètes de haut niveau peuvent avoir tendance à changer de marque en fonction des contrats qu'on leur propose. Et quand tu suis un athlète, bah, il n'est pas rare de voir qu'il y a 3 ans, il était avec la marque A, 2 ans après, il était avec la marque B, et puis cette année, il est avec la marque C. Donc, et tu as aussi pas mal d'athlètes qui sont sous contrat avec une marque, mais pour les croiser sur des courses, tu t'aperçois qu'ils en consomment d'autres. Parce que bah, tu as besoin, en tant qu'athlète de haut niveau, ou même athlète tout court, de rentrer du financement pour te payer tes saisons. Et tu peux être amené à accepter, c'est un peu compliqué de trouver des marques qui accompagnent, hein, de plus en plus. Et donc, tu peux être amené à accepter un partenariat, même si la marque ne te convient pas, bah, parce que il faut savoir prendre l'argent quand il est là pour financer ta saison et tes entraînements. Donc, c'est pas tant les athlètes. Nous, on a fait pendant toutes les années de lancement beaucoup de salons. Donc, je te parlais tout à l'heure du marathon de Paris, du Rock d'Azur. Mais si on va être plus spécifique sur le triathlon, moi, je suis allé aux 3 premières éditions du triathlon de Cannes. J'étais allé sur l'Ironman de Nice. Je suis allé plusieurs fois à l'Andraman. Et ça, c'est vrai que c'est des moments où tu parles avec les athlètes. Ils ne sont pas forcément des athlètes de haut niveau, et tant mieux, parce que de toute façon, un athlète de haut niveau, il n'achète pas les produits. Généralement, il se les fait offrir ou il a un partenariat financier. Mais alors que le compétiteur lambda comme toi et moi, bah, lui, il achète ses produits, et quand il les achète, bah, il est exigeant, et il te fait des retours. Donc, c'est vrai que le fait de participer à des salons, à faire goûter les produits, ça t'aide énormément à voir les ressentis des gens. Et encore une fois, notamment sur nos gels, parce que en triathlon, on va dire que les barres sont très peu consommées. On est d'accord que c'est pas un peu sur le vélo, mais bon, généralement, la barre, tu la prends une demi-heure avant le départ, le temps qu'elle soit digérée et qu'elle fasse effet. Mais ensuite, les triathlètes, ils ont plutôt tendance à consommer du liquide, soit des boissons, soit des gels ou des compotes. Euh, et du coup, c'est vrai que nos compotes et nos gels, du fait qu'ils soient refermables, plaisent beaucoup, parce qu'il y a pas mal d'athlètes qui considèrent que prendre 90 grammes de produits d'un coup, dont 60 grammes de sucre, bah, ça fait beaucoup trop. Et nous, on est les premiers à dire, on a toujours dit qu'il vaut mieux avoir des rentrées de glucides stables, donc en prenant par exemple tous les quarts d'heure, plutôt que consommer tes stocks de glycogène, les reconstituer en prenant un gel toutes les 30 ou 45 minutes, parce que ça fait un espèce d'effet yo-yo, tu vois, comme une espèce de montagne russe. Hein, j'ai du sucre, j'en ai plus, j'en ai plus. Et ça, c'est pas forcément idéal, parce que le corps humain, il aime pas trop. C'est, tu vois, être en carence et en déficit. On le voit bien au niveau de l'hydratation. Quand tu as soif, c'est trop tard. Donc, on dit qu'il vaut mieux boire en permanence et bien avant d'avoir soif. Et ben, en fait, l'alimentation, la nutrition sportive en course, c'est pareil. Il faut prendre du gel, même quand on n'a pas forcément besoin. Donc, faut pas attendre d'avoir, tu vois, une ascension, un col, mais d'en prendre tous les quarts d'heure pour maintenir les niveaux de glucides et éviter du coup cet effet yo-yo, quoi. Et il n'y a que avec un produit refermable que tu peux faire ça. C'est intéressant cette approche, ce point de vue, parce que c'est vrai que beaucoup de marques parfois te disent qu'il faut avoir un apport régulier ou autre, mais sans l'expliquer. Je dis pas justifier, sans l'expliquer. Et donc certains te disent ouais, mais ça c'est un discours commercial. Évidemment qu'on va te dire de consommer tous les quarts d'heure, plus on va consommer de leurs produits, et puis plus ça leur fera du pognon. Non, toi t'expliques que déjà c'est refermable, donc tu prends un gel
pour 1 heure, comme tu prendrais un gel d'une autre marque. En revanche, au lieu de le consommer 1 fois par heure, tu le consommes Exactement. à En échéance 3 ou 4 fois. régulière. Alors, on peut dire un quart d'heure, mais on peut dire toutes les 5 minutes, toutes les 10 minutes, tous les quarts d'heure. Bon, faut pas oublier aussi qu'il y a la logistique de course. Prendre Oui. tous les quarts d'heure, ça va. Prendre toutes les 10 minutes, toutes les 5 minutes, déjà, il faut y penser. Et puis en plus, ça veut dire qu'il faut, quand tu es sur le vélo en position aéro, il faut bouger un peu, donc sortir de ta position aéro. Ouais, soit c'est autre chose. Mais cette approche de dire, ayez un apport régulier, et en plus, comme c'est refermable, c'est pas vous prenez un gel, vous en prenez un quart, et puis vous le jetez, puis vous en reprendrez un autre, quoi. Exactement. Et en fait, l'origine de ça, c'est que quand tu vois les emballages qui existent sur le marché, alors quand c'est des petits sachets tout mous, tout souples, là, ça, on va dire que ça coûte vraiment pas grand-chose. Quand tu vois nos gels, nous, l'emballage coûte bien plus cher que le produit qu'il y a dedans. Et c'est pour ça que il fallait absolument que ces emballages soient réutilisables, parce que sinon, économiquement, c'est complètement pas viable. Mais c'est aussi un moyen, quand tu es une petite marque, tu te dois d'être différent des autres et d'apporter quelque chose de plus au marché. Et donc, c'est vrai que nous, on a fait le choix d'avoir des produits avec des ingrédients qui coûtent plus cher que les autres, ultra qualitatifs. Donc, c'est sûr qu'on gagne un peu moins d'argent, mais c'est aussi un moyen de faire vivre notre ADN et d'exister en pouvant se dire, voilà, on est les seuls à proposer un gel avec bouchon. Mais c'est sûr qu'on est, je pense, 2 fois moins rentable que certaines marques concurrentes parce que, encore une fois, notre emballage nous coûte vraiment très cher. Je te propose qu'on termine par là où on aurait dû commencer finalement, parce qu'on a embrayé tout de suite. Je t'ai coupé la parole, on est passé sur d'autres sujets, mais je t'ai pas laissé te présenter d'un point de vue sportif. Toi qui as été directeur commercial de grands groupes dans l'alimentaire et pas forcément l'alimentation que tu promeux aujourd'hui, est-ce qu'il y avait de la place pour le sport? Est-ce qu'avant, quand tu étais jeune, tu étais sportif? Comment t'es venu cet amour pour le sport et pour la nutrition sportive? Alors moi déjà, c'est très simple. Ma maman était prof de PS, tu vois, donc elle était professeure dans un lycée. Donc depuis tout petit, j'ai fait du sport. J'ai d'abord fait du judo pendant une dizaine d'années. J'ai commencé aussi le tennis très très tôt. Et puis quand j'ai arrêté le judo, j'ai boosté sur la partie tennis. Et puis après, j'ai découvert à l'école le rugby. Donc je suis devenu rugbyman. Et puis, pendant les vacances, on faisait beaucoup de sport. Et puis, après, je me suis mis au golf. Je me suis mis à la planche à voile, au kitesurf. Donc, une maman qui nous faisait découvrir à mon frère et à ma sœur le maximum de sport. Donc, on a toujours été une famille très sportive. Alors, jamais à haut niveau. Voilà, c'est comme ça. Mais il y a toujours eu cet amour pour le sport ancré familialement, je dirais. Et c'est vrai que lorsque je suis rentré, quand j'ai lancé Red Bull en France en 2008, donc comme directeur commercial, j'ai découvert cet univers. Alors c'est sûr que c'était beaucoup plus des sports extrêmes. Hein, tout le monde connaît Red Bull et les belles images qu'on voit à la télé, dans les réseaux sociaux. Mais j'ai découvert en effet la partie à la fois donc sport et nutrition, même si, comme on disait tout à l'heure, c'est pas forcément des produits recommandés pour la pratique du sport, mais en tout cas, euh, le sport fait partie intégrante de la stratégie Red Bull. Et c'est un peu ce qui m'a conditionné à me dire, tiens, la nutrition, c'est un marché qui est intéressant, c'est un marché qui est en pleine progression, qui est en croissance de 7-8% depuis une dizaine d'années, donc c'est quand même relativement bien et qui permet de rester proche de cet univers que j'aime tant, qui est le sport. Euh, alors, moi, je suis pas spécialement triathlète, hein, je le reconnais, je fais 100 kilos. Donc, il y a des triathlètes qui font 100 kilos, c'est sûr. Et j'habite Paris. Donc, c'est deux conditions qui font que c'est pas forcément easy pour s'entraîner. Donc, je continue à jouer, malgré mes 53 ans, je continue à jouer au rugby et je joue au tennis très régulièrement, plusieurs fois par semaine. Donc voilà, il faut choisir ses sports de prédilection. Mais, euh, mais donc voilà, j'ai toujours aimé le sport et j'ai aussi beaucoup vécu par procuration du fait d'être associé à un athlète de haut niveau. Donc j'étais avec lui à Rio, évidemment, quand il a gagné sa médaille d'or. Et j'allais sur différentes courses avec lui où je côtoyais d'autres athlètes. Et c'est vrai que c'est un univers qui est assez sympathique parce que les relations sont plutôt cordiales, tout le monde se tutoie. Moi, j'ai fait plus de 15 ans dans la grande distribution où je pense que tout le monde sait que les relations entre les industriels et les distributeurs sont très, très tendus. Et quand tu as fait une quinzaine d'années dans ce milieu-là,
découvrir le marché du sport, c'est génial, quoi, parce que c'est en quelque sorte, tu lis l'utile à l'agréable. Tu travailles, mais dans un environnement qui fait que bah, tu es en permanence en train de te dire je vis ma passion, je vis de ma passion. Et je trouve que il y a tellement de gens qui sont pas à l'aise dans leur boulot, qui prennent vraiment pas leurs pieds dans ce qu'ils font. Et ben, moi, le conseil, c'est essayez de vivre de votre passion. Et c'est ce que j'ai essayé de faire et c'est ce que je continue à essayer de faire. Parce que, comme tu l'as compris, c'est pas facile tous les jours. Mais moi, tous les matins, quand je me lève, je suis pressé d'ouvrir mon PC et puis d'aller bosser sur la nutrition et dans le sport, quoi. C'est génial. Euh, Finalement, on n'a pas tant parlé que ça de nutrition. Est-ce que vous faites des études? Est-ce que vous participez à des études? Est-ce que vous suivez les études pour faire éventuellement évoluer vos produits? C'est vrai que si on prend l'exemple du glucide, de plus en plus, on porte une attention particulière à la consommation de la quantité de glucides Oui. en course, surtout en endurance, que ce soit en trail, en ultra trail, en triathlon, en Ironman, enfin en triathlon distance Ironman. Les niveaux de consommation de glucides varient. Avant, c'était un petit peu à la louche. Maintenant, on commence à parler, pour certains qui arrivent à le contenir jusqu'à 120 grammes de glucides par Oui. heure. Est-ce que vous, c'est des choses que vous suivez, que vous regardez pour pouvoir faire éventuellement évoluer vos produits, ou au contraire, vous êtes vous êtes plus sur une traîne de dire nos produits, ils sont ainsi faits, faites avec. Alors, comme je te disais tout à l'heure, du fait d'être une petite marque et d'avoir cet ADN de prendre du plaisir, de naturalité, on n'a jamais eu de discours commercial ou marketing sur la performance. Pourquoi? Parce qu'il y en a d'autres qui le font. Bon, vous avez quand même sponsorisé des athlètes de performance, donc Oui, mais en fait, ces gens-là te disent, et vraiment, tout le monde te dit ça, un produit de nutrition, quoi, faire un produit de nutrition sportive efficace, c'est pas compliqué. Tu mets du sucre. Alors évidemment, il y a différents types de sucre, hein, il y a des bons et des mauvais sucres. Mais faire un produit efficace, c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué. En revanche, faire un produit que tu vas prendre plaisir à manger pendant l'effort, donc qui va être moelleux, savoureux, suffisamment fluide. On parlait des gels tout à l'heure, tu as des marques de gel qui sont hyper épaisses. Quand tu le consommes, si tu ne prends pas une ou deux gorgées pour le faire passer, le gel, il reste bloqué au niveau de la gorge et tu respires plus. Donc, c'est hyper important de travailler plutôt sur la facilité de consommation, notamment en course, donc sur la fluidité. Et ça, c'est là où les retours d'expérience des athlètes sont importants. Parce que quand on me dit, tes gels, ils sont géniaux, parce que en plus d'avoir un goût sympa, ils passent très bien en course et j'ai pas besoin de boire trop derrière. Et du coup, ça me ballonne pas. Parce qu'en course à pied, quand tu bois trop, bah après, hein, tu sais, tu as le ventre qui fait gloup-gloup. Donc, faire un produit super fluide, nous, la texture de nos gels, ça ressemble un peu à un sirop, tu vois. Et d'ailleurs, ils sont diluables. C'est-à-dire que le gel, si tu le mets dans une bouteille et que tu mets de l'eau, ça te fait une boisson sport. Alors que tu as certains gels qui sont super épais et qui ne peuvent pas prétendre à ça. Donc, nous, le parti pris, ça a toujours été de faire des produits les meilleurs possibles en termes de goût, de plaisir à le consommer, parce que l'autre variable super importante pendant un effort, c'est le mental. Quand le physique lâche, généralement, c'est le mental qui prend le relais. Et très souvent, tu vois, dans les récits de course, des athlètes qui te disent j'ai été carbonisé au 35e kilomètre du marathon, j'ai fini au mental. Et ben, pour nourrir le mental, quoi de mieux que des produits que tu vas prendre plaisir à consommer pour te faire aller jusqu'à la ligne d'arrivée. Parce que de toute façon, le corps, il est carbo, c'est le cerveau qui finit. Et très souvent, j'ai des retours d'expérience de consommateurs qui m'écrivent en me disant Greg, moi, ce que j'adore avec Mulbar, c'est que, et ça, c'est beaucoup les trailers notamment, c'est qu'une demi-heure avant de le consommer, j'y pense déjà. Je me mets un objectif. Si j'arrive en haut de cette montée avant telle heure, bah, j'aurai le droit à ma petite barre, je sais pas, chocolat orange. Et puis, bah, au moment où je suis arrivé, bah, c'est ma délivrance, c'est ma récompense. Donc, je consomme ma barre. Je mets à peu près une demi-heure à la consommer parce que, évidemment, tu vas les prendre en plusieurs fois, hein, en 3 ou 4 bouchées, le temps d'en profiter et puis de pas l'avaler trop vite parce qu'après, tu peux avoir des problèmes, évidemment, gastriques si tu manges trop vite. Et puis, ben, du coup, tu y as pensé pendant une demi-heure, tu la consommes pendant une demi-heure, bah, bim, ça fait 1 heure. Et grosso modo, en course,
on dit qu'il faut consommer un produit toutes les heures. Donc, hop, le cycle. Et finalement, quand tu cours pendant 15 ou 20 heures, eh ben, la bouffe, c'est très souvent ce qui te tient. Hein. On est d'accord que c'est un peu comme les personnes âgées. Moi, j'avais des grands-parents. Dès qu'ils se levaient le matin, c'est qu'est-ce qu'on mange à midi, qu'est-ce qu'on mange ce soir, et ils pensaient qu'à la bouffe. Parce que ils avaient, c'était leur seul centre d'intérêt finalement, et la bouffe, c'est ce qui fait, ça reste un moteur pour les êtres humains, quoi. C'est du plaisir. Donc, pour revenir à la question, on est beaucoup plus à cheval sur justement apporter du plaisir pendant l'effort, parce qu'on sait très bien que c'est ça qui nourrira ta volonté d'aller jusqu'au bout et aidera ton mental, plus que de se perdre dans des études où tu sais que de toute façon, ça va pas faire une grande différence. Et pour en revenir au niveau de glucides, c'est vrai que tu as des personnes qui vont tourner à 60 grammes de glucides par heure et d'autres à 120. Mais ça va tellement dépendre de la corpulence. Tu vois, moi, je fais 100 kilos. Je vais pas consommer la même chose que ma copine qui en fait 48. Donc, on peut de toute façon pas faire un produit pour chaque personne. Donc, là aussi, notre parti pris, c'était de dire, on va faire des produits plutôt standards qui vont correspondre à tout le monde. Celui qui a besoin de prendre 2 gels par demi-heure parce qu'il va appuyer, il va envoyer les watts et il va avoir besoin de 2 gels, lui, il prendra 2 gels. Et la personne qui en a besoin que d'un ou que la moitié d'un, en prendra la moitié d'un. Mais quand je vois des concurrents qui créent des gammes ultra, honnêtement, ça, c'est du marketing parce que les produits, franchement, c'est quasiment les mêmes. Par contre, c'est l'emballage qui change. Si tu as besoin de 2 fois plus de glucides, tu prends 2 fois plus de produits, mais je ne vais pas faire des gels 2 fois plus gros pour satisfaire 5% de la clientèle qui a besoin de 120 grammes de glucides par heure, tu vois. Et puis Ouais, donc, mais ça comme dépend tu dis, tellement c'est de... Ouais, marketing. c'est Ils très, vont. très marketing. C'est un marché qui est ultra marketing. Je l'ai vu récemment dans les boissons que j'ai lancées. J'ai fait des comparatifs sur mes boissons d'hydratation et mes boissons d'effort. Mais j'ai halluciné de voir la faiblesse de la composition des marques concurrentes qui t'annoncent des vitamines, des minéraux. Mais des minéraux, il y en a 5, mais elles n'en mettent que 2 ou 3. Des vitamines, elles vont en mettre 2. Moi, j'en ai 8. Tu vois, donc c'est complètement hallucinant de voir qu'il y a des allégations, qu'on peut faire des allégations sans qu'il y ait aucun contrôle. Parce que, étonnamment, ça va peut-être choquer les gens, mais quand tu lances une marque de nutrition sportive ou n'importe quel produit de nutrition sportive, tu n'as aucun contrôle. Les compléments alimentaires, eux, sont contrôlés par la DGCCRF. En revanche, si tu ne rentres pas dans cette catégorie des compléments alimentaires, donc je parle des gels énergétiques, des bars, des boissons, des compotes, tu n'as aucun contrôle. C'est à toi d'être suffisamment professionnel pour que le jour où tu as un contrôle, tu puisses justifier que tes produits sont tout à fait en adéquation avec ce que tu annonces. Donc évidemment, si tu fais du bio, il faut avoir les certificats bio. Si tu fais du vegan, il faut que tu sois vegan. Si tu fais du sans gluten, il faut pas qu'il y ait du gluten à l'intérieur. Mais tu n'as pas d'autorisation de mise sur le marché. Et c'est malheureusement ce qui explique que tu as autant de marques que de concepts marketing. Et c'est aussi ce qui fait que malheureusement, beaucoup de gens sont complètement perdus face à un rayon de nutrition sportive parce que chacun peut inventer ses concepts, ses labels, et donc c'est un petit peu la foire d'empoigne, quoi. Et du coup, c'est C'est aussi pour ça. hallucinant, mais ça peut expliquer aussi. Alors, il y en a qui s'en sont servis comme excuse. Il y en a qui en parlent encore ouvertement maintenant. Ça explique aussi parfois que des boissons de l'effort ou de l'alimentation de l'effort finissent par avoir dans leur composition quelques produits qui sont classifiés comme étant des produits dopants. Alors, ça peut aussi être le cas selon l'origine des produits. T'as énormément de marques qui sont fabriquées aux 4 coins du monde, beaucoup en Europe de l'Est, où les législations ne sont pas forcément les mêmes que les nôtres, où les contrôles ne sont pas les mêmes, même si je te disais tout à l'heure qu'il n'y a pas énormément de contrôles, hein, c'est souvent a posteriori, mais en tout cas pas d'autorisation de mise sur le marché. Donc encore une fois, c'est vraiment à toi de te renseigner auprès de professionnels et de faire en sorte que tes produits soient irréprochables, que tu ne racontes pas n'importe quoi au niveau des allégations santé, parce que ça, en revanche, c'est plutôt très contrôlé. Mais tu peux créer n'importe quel concept marketing pour vanter tes produits jusqu'au jour où soit un concurrent te dénoncera ou quelqu'un t'enverra à la DGCCRF qui te dira bah non, vous n'avez pas le droit de dire ça. Mais non, c'est Et, assez étonnant. et justement, tiens, parlons-en. Quand tu es en face d'un rayon alimentation sportive, nutrition sportive, comment faire le bon choix?
Est-ce que tu prends l'emballage, c'est un peu comme les bouteilles de pinard, hein, on revient un peu au pinard dont on parlait tout à l'heure. Est-ce que tu prends l'emballage qui te fait plaisir ou au contraire, tu prends l'emballage le plus simple possible? J'avais entendu chez Bertrand Soulier, qui est un autre ami podcasteur sportif, Oui, qui recevait un professionnel de la nutrition et de l'alimentation, pas que sportive, qui disait qu'en gros, quel que soit l'aliment, si tu as plus de 5 aliments sur l'emballage de ton produit, déjà, c'est pas très bon signe. Ça veut dire qu'il y a un petit peu trop de mélange, que la matrice tout un alimentaire lapin, n'est ouais. pas forcément super respectée. Donc, est-ce qu'en fait, il faut aller au plus simple? Tu achètes une barre de céréales, il faut que tu aies en gros des cacahuètes, de l'avoine et puis du sucre. Ou est-ce que si tu as une liste à l'après-vert, même si c'est des aliments que tu connais, ça peut le faire? Non, moi je dis le moins le mieux. En effet, il a tout à fait raison, Bertrand. En fait, c'est comme l'alimentation de tous les jours. Quand tu vas au supermarché, si tu regardes les étiquettes, ben, dès qu'il y a on en parlait tout à l'heure, dès que tu as des mots que tu ne comprends pas ou des quelque chose, généralement, vaut mieux éviter. Donc oui, le moins, le mieux. Une barre énergétique, elle n'a pas besoin d'avoir des vitamines, des BCA, des je sais pas quoi. Ça, ce sont des ingrédients que tu consommes en cure sur une longue durée. C'est pas parce que tu vas consommer 4 barres pendant ton triathlon que ça va t'apporter quelque chose. Tu vois, donc ça reste de l'alimentation et ça reste en effet du bon sens et du plaisir. Après, devant un rayon, en effet, tu as des gens qui vont plutôt opter pour un emballage qui va les rassurer parce que bah, ils voient les ingrédients des produits. Je sais pas, il va y avoir une belle banane, une orange, du chocolat, j'en sais rien. Il y en a qui vont aimer au contraire des produits très épurés avec des allégations performantes parce que c'est des gens dont peut-être la composition du produit les importe moins que ce que ça va leur apporter de gagner, je sais pas, 5% de puissance en plus quand ils appuient sur la pédale, même si ça c'est très dur à prouver parce que c'est très propre à chacun. Donc le mieux de Je toute dis façon, 5% en plus, moi à ce rythme-là, je me bouffe 3 paquets de barres et puis c'est bon, hein, je double ma performance. non, mais la plupart des professionnels, des spécialistes, des nutritionnistes te dire de toute façon, chaque personne est différente en termes d'acceptation des produits. Donc, de toute façon, c'est pas le jour de la course que tu vas essayer des nouveaux produits. Ça, on le répète Entraînements, systématiquement. les entraînements, ça sert à ça. Mais de même que tu vas essayer une paire de running ou un réglage sur ton vélo, c'est pas la veille de la course, tu dis ah bah tiens, je vais changer, je vais rajouter 2 dents, voir ce que ça fait, ça va être rigolo quoi. Donc tu as des mois, des semaines entières pour tester ça. Donc et ben la nutrition, c'est pareil. Tu achètes plusieurs marques, tu achètes plusieurs saveurs, plusieurs textures, plusieurs types de produits. On parlait tout à l'heure des gels et des compotes. Généralement, c'est l'un ou l'autre. Les compotes, c'est un petit peu plus récent comme marché, mais c'est un peu plus fruité, c'est un petit peu plus consistant. Donc, tu es un peu à la limite, quoi, entre la barre et le gel, parce que c'est plus nourrissant, c'est un petit peu plus épais. Mais donc, c'est sûr que c'est pendant l'entraînement que tu vas gérer et tester ces produits-là, voir si tu les tolères bien au niveau gastrique. Est-ce que tu as besoin d'un produit par heure, un produit par demi-heure, un produit par quart d'heure, en fonction de la puissance que tu vas développer. Donc, ça, malheureusement, j'ai régulièrement des gens qui m'écrivent encore il y a une quinzaine de jours, quelqu'un qui dit je me lance dans le trail, je vais avoir un trail de 25 km, qu'est-ce qu'il faut que je prenne? Donc je lui ai répondu bah déjà bonjour, vous êtes un homme, une femme, vous pesez combien? C'est cool. Tu vois, connaître un petit peu son niveau de performance parce que tu peux courir un marathon en 2h30 et puis tu peux le courir en 6 heures. Donc c'est pas du tout la même stratégie de course et la même stratégie d'alimentation. Donc, généralement, celui qui court en 2h30, de toute façon, il ne prend rien du tout parce qu'il n'a pas le temps. Il va juste prendre un verre d'eau. Et c'est vrai qu'en 2h30, normalement, bon, si tu as bien géré ton alimentation avant la course, tu n'as pas besoin de prendre beaucoup de produits. Mais c'est sûr que les gens qui courent un marathon en 5 heures, bon, bah, s'ils ne prennent pas quelque chose, ils vont tomber d'inanition. Ils vont manquer de jus. Mais voilà, c'est pas les mêmes physiologies. On ne parle pas des mêmes sportifs, hein. C'est des êtres humains, mais ils n'ont pas du tout le même moteur à l'intérieur. Donc, c'est très compliqué de dire aux gens, voilà, toi, il te faut ça. Non, il te faut de la nutrition, c'est sûr, surtout si ton effort est long. Mais c'est à toi de faire ton protocole et de savoir, voilà, combien de gels il faut que tu consommes par heure. Déjà, si les gels te conviennent, si ça ne te convient pas, bah, essaye les compotes. Si les compotes ne te conviennent pas, essaye les boissons. Et puis, mélange des boissons avec un gel. Donc voilà, c'est aussi ce qui fait le côté sympathique de l'entraînement, c'est que tu testes des choses et puis tu vois ce que ça donne et tu évolues.
Ouais. Et petit message pour nos auditrices et nos auditeurs. Alors déjà, on le répète systématiquement, on ne teste rien en compétition. On évalue, on teste tout à l'entraînement. Ça sert à ça l'entraînement. Et d'ailleurs, point complémentaire, quand on dit tester à l'entraînement, tester sur des distances ou des durées qui sont plus ou moins similaires à ce que Oui, vous allez faire. Si vous vous entraînez pour un Ironman, allez pas me tester un gel sur une course de 10 km en disant c'est bon, c'est passé, allez, je pars là-dessus. Parce que déjà, quand on allonge les distances, on n'a pas forcément la même tolérance aux aliments du point de vue gastrique. Si vous courez un marathon, c'est pas la même chose que de courir 10 km. Sur 10 km, les viscères, l'estomac sont à peine mouvementés par rapport à un marathon. Donc, sur un marathon, en plus du stress, vous allez arriver au 25e, votre estomac, il n'aura pas du tout le même état, la même tronche que quand vous avez couru un 10. Donc, testez sur les mêmes types de distance, même si c'est difficile, évidemment, on s'entraîne pas quand on prépare un Ironman, on se prépare pas sur des distances de l'Ironman. En revanche, il est pas rare de partir rouler 5 ou 6 heures pour préparer un Ironman, tester là-dessus, et puis surtout, rajouter 5 bornes ou 10 bornes de course à pied pour voir ce que ça va faire que de passer sur la course à pied après, et de s'alimenter sur la course à pied oui. pour tester Gérer le la gel, la respiration. compote et autres. Et puis tester aussi à sec, j'ai envie de dire. Voilà, c'est bien beau de tester à l'entraînement, mais tester aussi à sec déjà dans un premier temps. Si le goût de la compote passe pas déjà quand vous êtes dans votre salon en train de vous dire bon bah je vais tester avant d'aller m'entraîner si ça passe, cette compote là, filez-la aux copains quoi. Ouais. Alors, tu Surtout vois, si elle est fermable. c'est très drôle, ça me rappelle des anecdotes qu'on a connues lorsqu'on faisait tous ces salons, toutes les premières années où on avait besoin de faire connaître la marque. C'est que on était la seule marque à faire goûter nos produits. On avait tous nos petits copains à côté qui vendaient leurs produits emballés. Et nous, bah, comme on était super fiers et sereins, parce que honnêtement, les barres énergétiques, Bull moi j'ai des gens qui les achètent et qui sont pas sportifs. Ils ont ça dans leur bagnole ou au bureau. Et plutôt que d'aller acheter une mauvaise barre industrielle chocolatée dont je tairai le nom, et ben, ils se prennent une petite barre citron gingembre qui est dans le tiroir du bureau, tu vois, à 16 heures quand tu as un petit creux. Et ça fait largement le job parce que ça reste des barres céréales et fruits, quoi, tu vois. On appelle ça barre énergétique. Et ça a une connotation sport, mais en anglais, c'est energy bar, qu'elle soit une barre à consommer comme ça en snacking ou que ce soit une barre pour les sportifs de haut niveau. Il n'y a qu'un seul vocable. C'est vrai qu'en français, on a beaucoup plus de nuances. Mais, et du coup, ça leur foutait les boules parce que nous, les clients arrivaient sur le stand, on coupait les barres en petits bouts, tu vois, ou même les gels, on les faisait goûter dans des petites cuillères, les compotes également. Et systématiquement, et c'est toujours ce qui me faisait halluciner parce que moi, au début, je découvrais ce marché. J'avais pas testé toutes les marques concurrentes. Et les gens, tu voyais vraiment leurs yeux qui s'ouvraient comme si, et ils disaient, mais c'est bon. Comme tu vois, s'ils avaient l'habitude que la nutrition sportive, en fait, c'était presque plus c'était dégueulasse, plus ça devait être efficace. Mais bon, bah, ça, c'était avant. Et ce qui est maintenant sympa, c'est de voir que bah, la plupart des marques ont beaucoup changé leur approche. Et toutes celles qui parlaient que de performance maintenant parlent de plaisir, de naturalité, d'ingrédients. Mais bon, le marché, évidemment, a vachement évolué en 15 ans. Mais ça montre bien que nos amis anglais, Alex et Jimmy, dès 2008, avaient vraiment senti cette nouvelle tendance. Et, euh, et donc maintenant, bah, en effet, quand je vais sur les salons, tu vois toutes les marques, allez, la plupart, parce qu'il y en a encore qui ne le font pas, et tu comprends vite pourquoi, mais la plupart maintenant font goûter leurs produits parce que la qualité est quand même, c'est vraiment amélioré et ils n'ont plus honte de faire goûter leurs produits. On a On le été sait, pas mal, l'alimentation. Vas-y, ouais, vas-y. pardon, je disais, on a été, bah, c'est un peu une rançon du succès. On a été pas mal copié aussi parce que bah, quand tu vois que même si c'est une toute petite marque, qu'elle a une bonne communication et que les produits sont bons, et ben pourquoi pas les copier et essayer d'aller grappiller des parts de marché sur ce segment-là. Donc je tairai le nom des gros faiseurs, mais il y a des marques qui ont pas mal évolué depuis qu'on est arrivé et qui sont allées avec, comme par hasard, des saveurs qui sont exactement les nôtres. Hein. La barre mangue noix de cajou, fallait l'inventer celle-là. Bah, maintenant, tu as des barres mangue noix de cajou dans plusieurs marques françaises. Bon, bah, ils auraient pu créer d'autres saveurs. Bah, non, ils sont allés sur mangue noix de cajou, étonnamment. Bon, écoute. Moi, je pense ça comme la rançon du succès et c'est très bien. Exactement, la rançon de la gloire. Voilà. On le sait, l'alimentation sportive a un coût. Juste rapidement comme ça, en moyenne, parce que j'imagine que ça change selon le packaging, la saveur et autres, mais une barre, un gel, une compote, chez Mulbar, il faut compter combien? Alors, une barre, c'est le prix public, c'est 2,50 € pour une barre de 40 grammes. Donc, on est dans le marché. Un gel, c'est 2,60 €
pareil, on est dans le marché. Alors, tu vas avoir des gels chez Decathlon qui vont te revenir à 1,20 €. Et puis, tu as des gels, on parlait de Morten tout à l'heure, qui vont être plutôt aux alentours de 4 €. Donc, tu vois que le marché est quand même très ouvert. Donc, moi, je fais en sorte sur mes produits, que ce soit donc les gels, les compotes, d'être vraiment en milieu, dans la moyenne du marché. Même si certains sont beaucoup plus premium et coûtent très vraisemblablement beaucoup plus cher à fabriquer. Euh, voilà, je reste une petite marque et j'ai pas la puissance de feu marketing pour justifier des prix qui seraient largement au-dessus du marché. Donc voilà, moi je fais en sorte d'être dans le marché. Donc les compotes sont à 2,80 €, alors que mes concurrents sont plutôt à 3,20 €, 3,30 €. Et encore une fois, il y a ces compotes plus de grande distribution qui sont, elles, aux alentours d'1,50 €, 1,60 €. Mais bon, bah, après, c'est comme dans tout, hein, c'est pas la même composition, c'est pas les mêmes sucres, c'est pas la même technicité. Donc, les gens c'est comme si tu compares deux bagnoles, tu dis, bah oui, mais je comprends pas, cette voiture, elle coûte 30 000 € et celle-là, elle coûte 80 000. Ouais, Ah oui, entre mais c'est des choses. la Il y a Peugeot et 4 la roues et un Mercedes, c'est pas toit. le même prix, Bah mais voilà, les deux roulent, mais pas forcément à la même vitesse, t'as pas le même confort, t'as pas le même plaisir. Bon, bah, c'est pareil pour la nutrition, c'est pareil pour tout. Donc, c'est aussi pour ça que donc moi, les gens qui achètent sur mon site rentrent dans la communauté. Je les appelle mes petites mules parce que bah, c'est l'écurie. parce que Hein. Bulbar, évidemment. Parce que, ouais, mais on ne l'a pas expliqué, mais tu vois, j'ai encore des gens qui pourtant connaissent la marque depuis des années et qui n'ont pas fait le rapport entre le mot mule bar et le fait que ça veuille dire en anglais la barre de la mule ou du mulet. Et pourquoi? Bah parce que c'est une marque qui historiquement est faite pour les sports d'endurance, parce que tout simplement, c'est les seuls sports où il y a de la consommation. Si moi, donc, je te disais, je suis très proche du tennis, du paddle. Il n'y a pas de culture de la nutrition dans le tennis et le paddle. Tu vas dans un clubhouse, ils vendent des Mars et des Bounty, mais il n'y a pas de produits de nutrition sportive, alors que tu as quand même beaucoup de compétiteurs dans ces marchés-là. Dans le sport collectif, en foot, en rugby, à part les professionnels qui commencent à s'alimenter à la mi-temps avec des gels, tu le vois quand il y a la caméra dans les vestiaires, et le commun des mortels, moi qui joue au rugby depuis 35 ans, à la mi-temps, tu prends au mieux un quart d'orange et puis tu bois. Tu bois de l'eau, mais il n'y a pas Petite de. bière. Non, pardon. Non, ça c'est après. Ça, c'est Mais la troisième mi-temps. faut pas le dire. Mais tu vois, il n'y a pas du tout cette culture de la nutrition sportive, à part dans les sports d'endurance, encore une fois, que sont tout ce qui est autour du running, du vélo et, euh, et donc évidemment du triathlon. Euh, donc, je sais plus. La barre du mulet. Oui, pardon, mais merci, j'avais perdu. Je digresse, je digresse. Donc la barre du muret, parce que la mule, en fait, c'est un animal très endurant. C'est un croisement entre un âne et une jument. Donc c'est moins con qu'un âne. C'est même pas con du tout, parce qu'un âne, quand il n'a pas envie d'avancer, il n'avance pas. Alors qu'une jument est une mule est beaucoup plus docile parce qu'elle a l'endurance de l'âne et le caractère relativement souple du cheval, de la jument. Donc, et tu as dans la plupart des pays, à part au Tibet où c'est plutôt des yaks, mais partout où tu as de la montagne, généralement, ce sont des mules qui sont utilisées pour porter le matériel des expéditions, notamment en Amérique du Sud, qui est le lieu où les deux Anglais, Alex et Jimmy, ont eu l'idée de créer cette marque en faisant la Concagua, qui est le point culminant de la cordillère des Andes, qui est à plus de 6000. Et donc, le jour où ils ont créé leur marque, ils ont réfléchi à, bah, il nous faudrait un logo, qu'est-ce qu'on prend? Et donc, c'est là où ils ont pris la mule, donc mule bar, en, en souvenir et en hommage à cet animal ultra endurant. Voilà. Écoute, Grégoire, je pense qu'on a fait le tour. La boucle est bouclée. Je te remercie vraiment pour toutes ces explications, pour le temps que tu as consacré Avec à grand nous en dire plaisir. plus sur toi et sur Mulbar. Je le rappelle, ce n'est pas un épisode sponsorisé. Alors après, peut-être que je le couperai, mais est-ce que tu nous ferais un petit coupon ou un petit cadeau pour ceux qui viendraient de la part de Devenir Triathlète? Eh ben, écoute, avec grand plaisir, je peux créer un code promo de 20%. Eh ben, écoute, on va l'appeler Devenir Triathlète. Ou tu fais Euh, DTOT, comme Devenir Triathlète X Open Tri. DTOT, voilà, alors, DTOT 20. exactement. DTOT 20. Bon, Super. tu mettras peut-être ça en commentaire Je- sur Ouais. YouTube. Hein, mais donc, ouais, je disais les clients qui rentrent dans l'écurie, donc que j'appelle mes petites mules, bénéficient au gré des newsletters de codes promo qui leur permet du coup d'avoir des prix d'achat qui sont moins élevés que les prix de marché que je t'ai cités juste avant. Mais en tout cas, voilà, les auditeurs de Devenir Triathlète vont pouvoir tester la marque avec le code DTOT20.
Super. Bah écoute, Je merci vais créer beaucoup. dans quelques minutes. C'était pas prévu, mais je te remercie de jouer le jeu. Et puis, Normal. on se donne rendez-vous peut-être sur une épreuve où tu serais sur un salon. Maintenant, chères auditrices, chers auditeurs, si vous ne connaissiez pas la marque, mais que vous allez sur un salon du running ou de triathlon et que vous voyez les bannières, allez faire un petit coucou. Ce sera forcément Grégoire qui sera là, donc dites-lui bonjour de notre part. C'est forcément moi. Et puis, vous pouvez aussi me contacter via Instagram, sur TikTok, sur LinkedIn. Voilà, sur le site, il y a un formulaire de contact. Je réponds dans la journée. Donc, n'hésitez pas. Si vous avez la moindre question sur la marque, je me ferai un plaisir de vous répondre. Merci beaucoup, Grégoire. À bientôt. Merci. Salut. À bientôt. Are you listening? Damn.